Jimmy Mukendi pour la question en lingala, s'il vous plaît. Merci, Excellence Mouyaya, pour la maloba. Jimmy Mukendi, pour la compte. Il y a KNB News. Ministre Kila, il y a une question par rapport il y a Bana et Basoda au Bozali qui formé professionnellement. Ils ont une initiative à Malamou autant que les loyaux qui mobilisé pour te battre qui soda autant que les jeunes Congolais. Il faut bazala ébeler la formation professionnelle pour te répondre à la main d'œuvre au bâtir que n'aba India ko yiba bisolelo. Après formation au bozo pesabango, est-ce que esprit moko topé projet encadrement ezali pour nako orienter bango na société pour bazala utile pambate bayo ko la vélo na théorie il faut pédaler pour vélo et tambola pour bazala na marché topé bakota malamu. Question à mi balé na ministre Patrick Mouyaya. Congolais téléma campagne ya kitoko mais ba Congolais ba komi ko télémelana. C'est-à-dire euti na ngaité na union sacrée to remarquer yango ezali na batu mususu ponda ba mêmes objectifs na campagne ya Congolais téléma bazali ko beta misusu ba misusu bazali na discours ya union ya kosangisa. Est-ce que c'était pas le moment par rapport il y a eloko moko uti koloba tout à l'heure évolution oyeye par rapport à Mokonzi Mboka, est-ce que ce n'est pas le moment il y a quoi appeler na unité après avoir côté les misaba congolais parce que risque exact que to beta nation to télémi en désordre. Merci excellence. Merci beaucoup Jimmy, je te salue, ça fait longtemps. Je crois qu'il a répondu à qui après formation au moment où on a filière d'abord tu tikeli mutu na mutu liberté après na filière ya Monica Rosala habile il y a quoi apprendre rapidement na hôtel Kolobaki tozo qui ba disposition en amont pour qu'ils aient quelques maisons ba ko pesa biso d'abord les stages professionnels, c'est ce qui fait aussi dépôt, mais aussi webi que na mboka na biso tozo na ba structure de belé accompagnement ya ba projet ya ba jeune ANADEC, FOGEC, vous connaissez toutes ces structures là. Et nous avons mis en place, tout en place avec, au sein du gouvernement, ils ont même d'instructions. Le Premier ministre a Pesaki, après formation, il y a Banawana, total à projet. Et puis, nous avons un ministère de la formation professionnelle. Nous avons souvent au Lobaliko. Nous avons déjà un centre Mogo. Ils ont tongama, ils ont ça, mais ils ont ça déjà. Sauf que nous avons un centre CDR Mosala, dans le cadre d'un projet qui n'emploie. Bah former, bah l'acquisition Moussala, va financer le projet. Non. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, Nazana directeur Jules, je crois qu'on a formé déjà plus de 1200 jeunes et financé les projets. Il faut même un journaliste. Bazali. Donc sans trésor Tongama, mais sans trésor fonctionnait déjà. En soft comme on dit. Et donc, le projet on est allé, ça dit, bah non, bah aux anaba, ceux qui m'outabimi net maçon, tout ça qu'on s'organiser, bah aux kit na bango ya sorti, ceux qui bimi médusé, tout ça qu'on s'organiser, bah aux kenda par exemple net bah surveillance, bah tout ça. Passant à formation, ils ont même une sous une filière aéronautique basée sur un avion. Avion, ils ont un pilote. Avion, ils ont un bébé. Et puis, en résumé, pour gagner le temps. Et donc, basé sur un stage professionnel, basé sur un mécanisme et un financement à projet. Et j'ai dit sincèrement, ils ont vraiment une recommandation en plein conseil à Premier ministre. Donc, nous allons travailler, ministère de la formation professionnelle, avec l'institution, nous surtout au bateau appuyé. Accompagnement parce que Moutinho surtout a la même talenté et commission ils ont déjà opérationnel. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement Jimmy la question là. Voilà Jimmy namotuna nayo je crois que ya nweza kamoko. Côté les mao ba congolais il faut battre les manasima mokonzi mboka na mapinga eza côté les ma pona ko bunde lekolo. Eza côté les ma pona ko battre lekolo. Mokonzi mboka si alobaki que Tokosala au Tobengi gouvernement d'Union Nation. Je crois que directeur de cabinet à conseil spécial Ayambaki Bapandisango o Alimbola ki musala ndenge ko salama. Awa ya motuya o ifoto yeba ezanini. Mboka eza en danger. Parce que na moment où tozoloba tous les jours bande konabiso bazokufa. Bande konabiso bazo vivre na ba condition moko terrible na zai kotala kutu ba vidéo moko ya ba acte de torture. Batunyo se faut baeba ata tozolo ba makambo kimia mais la justice ne sera pas sacrifiée pour la paix.
Ça veut dire que bao nyonso lelo oyo baza ko poser ba acte ya mabe bisika bazali bayebake nde toloba na lopoto tozodocumente bayebake bomonaki procureur à CPI pa yaki awa na biso moko na système judiciaire oyo ya biso civil pe militaire nyonso eza documenté kasi mpona kozongela na motuna na yo nakokota te omoni biso moko tolingaka mpe komema ere moko mwa koswana na biso mwa polémique parce que il faut pas oublier ndeko Jimmy Mukendi toza na contexte moko démocratique mais démocratie yango ere moko pe ndenge tosalelaka yango nga na mitunaka parce que botala na bamboka nyonso ya mokili l'air bayokaka ke la patrie est en danger l'air bayokaka ke intégrité territoriale eza menacée batu nyonso babosanaka couleur politique na bango bayaka balobi biso nyonso mutu asimbi bendele ya liboso eza président Félix Antoine Tshisekedi toye na sima mais kasi oyo biso tozomona eza même dangereux ozomona batu na nyonsologie na biso tozobeta masolo tokoma ba stratège militaire tokoma ba expert en balistique tozobeta ba masolo wana neti tosala ba formation professionnelle a misala wana nyonso tozobeta lisolo nango d'une certaine manière ozomona donc c'est tout à fait normal que les uns et les autres par rapport à ba positionnement na bango moko bozala na impression neti mitu ekotutana non mitu ekoki kokutana te soki biso nyonso totelemi mpo na ekolo appel ya mokonzi ya mboka eza appel mpo na ekolo kotelema mpo na kobunda mpo na mboka donc soki eza na bato oyo na baattitude na bango na bamaloba na bango na baintérêt na bango baza kotelema il faut biso nyonso tosala keba po tose perdre te na objectif oyo biso mokonzi ya mboka apesi biso objectif oyo mokonzi ya mboka apesi biso awa eza biso nyonso totelema po to sauvegarder intégrité territoriale po to sauvegarder unité nationale ozomona ba danger toza nango donc toyambi neti mopaya député américain ayaki awa boyambi ye asali tour na région et puis alobi makambo oyo alobi makambo wana ndenge alobeli toza na bacongolais oyo balandi yango na États-Unis oyo basi mpe batelemeli ye ere mosusu azalaki ne mpe de mauvaise foi te ere mosusu ayebi mpe badetail oyo eleki ya makambo eleki na 31 ans te basalaki briefing ya mokusi ere mosusu akotaki na bozindo te yango na moment oyo biso toza na besoin na ngongo ya congolais nyonso ndenge tosepeli na initiative ya bachanteur na biso balobi na Paris concert solidarité il faut betama pona kolakisa ke ba congolais ba artiste na biso non seulement basangani mais bayembi pe pona ekolo omoni exemple ba artiste ba pesi na initiative wana eza pe exemple oyo esalaka union sacrée po union sacrée eza pe ferment ya bosangani l'air tosanganaka elakisaka te ke toza d'accord na nyonso mais tosanganaka mpona kotala oyo ya motuya esangisi biso nyonso kasi jamais mboka oyo ezala confronté na menace oyo toza nango sikoyo donc soki totelemi te après 31 ans biso nyonso tosilisa yango bana oyo ya biso baza koya bakoherite na Congo nini soki otali badefi oyo ndeko alobi awa en terme ya formation ka ya bana basoda te ya bana nyonso soki otali niveau oyo il faut tobongisa système éducatif na biso tobandi na makambo ya gratuité oyo tozosala mpona ba 145 territoire bitumba oyo eza koretarde biso mpona kopesa biyano oyo bacongolais baza nango mposa yango bapoliticien nyonso bahomme politique nyonso bango bato ya liboso il faut totelema tosala preuve ya patriotisme mpe ya kolinga mboka na preuve ya kolinga mboka tokokota na kibundabunda te tokotala oyo esengeli kosangisa biso mpo mboka ekende liboso je crois que c'est ça même le sens ya mobilisation au président alobaki
Donc, biso nyonso to bosana te, to bosana te, oza ya AFDC, oza ya PALU, oza ya parti tel, to bosana te ke biso nyonso eloko ya liboso esangisaka biso, eza Congo, to bikisa Congo, allez, toko bunda sima. On va commencer alors la série de questions avec Monsieur Patrick Lacoué. Excellence, merci pour la parole. Monsieur le ministre Ekila, 9 mois après votre nomination à la tête de ce ministère, pensez-vous avoir les moyens de votre politique? Puisque vous avez amorcé plusieurs réformes, mais sans unité génératrice de revenus dans votre secteur, pensez-vous avoir suffisamment de moyens pour mettre en place et exécuter votre politique? Dans le domaine de formation professionnelle, il y a cet aspect important, la certification. Pensez-vous arriver à mettre en place une procédure de certification de toutes ces formations que vous mettez en place? Et par rapport au sujet que vous abordez, avez-vous eu l'adhésion de ces enfants militaires? Merci. Mais je crois que c'était la dernière partie de la question où il a parlé justement de cet accompagnement. Peut-être que vous parlez de Madame Christelle Kakouba, je pense. Ouais, des policiers qui accompagnent justement l'initiative qui rentre dans le cadre justement de la réponse sociale qu'on apporte aux enfants de militaires dans leurs différents camps respectifs. Mais bon, le ministre aura peut-être des éléments à rajouter sur ce qui a déjà été dit. Monsieur le ministre, allez-y pour vos questions. Je vais demander à Monsieur Patrick Isso d'avancer parce qu'il posera la prochaine question. Voilà, Patrick, merci. Je vois que vous suivez de près ce qui se passe au ministère de la Formation, tant mieux pour nous. Vous avez dit 9 mois après, pensez-vous, je dois être franc avec vous. J'ai trouvé un ministère qui souffrait d'une malformation congénitale. Je voudrais m'expliquer, c'est-à-dire que le ministère est issu du démembrement du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et tout le personnel a migré vers la formation professionnelle. Alors, les habitudes ont fait qu'au lieu de mettre en place un ministère de la formation professionnelle, comme le veut le chef de l'État et le gouvernement, les transfuges personnels ont plutôt implémenté un ministère de l'EPSP bis. Ça a été vraiment la malformation congénitale. Et voilà, ça a vraiment créé ça a plombé le décollage du ministère. Mais bien voilà, en 9 mois, nous avons pu faire ce que nous pouvons faire. D'abord, il faut recentrer les ministères. Et recentrer les ministères, nous avons fait beaucoup de réformes. Je ne sais pas si je dois les citer tous ici. Beaucoup de réformes. Mais le plus important, c'est en relation d'ailleurs avec votre prochaine question. C'est le cadre organique qui organise le ministère. La formation professionnelle, c'est la norme. La formation professionnelle, c'est les programmes. La formation professionnelle, c'est la certification. Malheureusement, tous ces outils-là faisaient défaut. Et nous avons fait un effort de mettre en place les apprêts de tous ces outils-là. Au moment où nous parlons, nous avons, par exemple, le cadre organique qui est en révisitation. Nous avons la politique nationale de la formation professionnelle qui est presque là. Et nous avons récemment pris les arrêtés pour tenter d'organiser, pour vraiment effectivement organiser les cycles de formation. La difficulté que nous avions là-bas, c'est que tout s'imbriquait. Donc on n'arrivait pas à faire les distinguos, centre d'apprentissage, centre de formation, académie, institut. Donc nous avons pris un arrêté pour organiser tout ça. Nous avons pris également un arrêté pour doter les ministères pour finalement avoir cette formation professionnelle-là, élaborer les normes, les référentiels. C'est un travail que nous sommes en train de faire. Et effectivement, il y avait un problème de financement. Le ministère n'avait pas de moyens. Et récemment, nous avons présenté un dossier. Je remercie tous les collègues du gouvernement qui ont compris la pertinence du dossier que nous avons présenté. Maintenant, nous allons mettre en place une commission qui va démarrer incessamment, justement, qui va réfléchir, il va prendre beaucoup d'entités susceptibles de dégager une quotité dans leurs revenus pour reverser dans la formation professionnelle, parce que dans la volonté
du président de la République, de la troisième réunion du Conseil des ministres. Il nous a instruit de réfléchir sur la gratuité de la formation. Et nous pensons que passer par là, ce sera un début de réponse. Donc voilà. Et pour la certification, je crois l'avoir dit, nous sommes en train de faire la révisitation du cadre organique, justement pour insérer une direction de certification et qu'on va faire avec la FEC, la FEC, avec qui nous allons signer bientôt un protocole d'accord pour régler ces questions-là. Et s'agissant de j'allais aussi dire le profil des formateurs, hein, c'est aussi un grand problème que j'ai trouvé au niveau du ministère. Nous sommes en train d'y travailler. Aujourd'hui, j'ai eu une très longue réunion, depuis de 2 heures, avec c'est la 1e réunion que j'ai pu tenir pour que nous soyons en mesure de régler ces questions-là. Et l'adhésion, le ministre de la Communication a dit, l'adhésion est plus au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes, j'ai dit tout à l'heure, je bénéficie déjà de l'accompagnement, hormis le chef de l'État lui-même au plus haut niveau du gouvernement. J'ai cité le ministre, le VPM Défense et le VPM Intérieur. Et pour ceux qui vont voir les images, je suis passé au camp Kabila, j'ai été reçu par le numéro 1 du camp. Et au camp Kokolo, j'ai été reçu par le CFMG adjoint chargé de l'administration et logistique et qui m'a mis en charge du général chargé de service d'éducation au niveau de la formation. Et la même situation, nous l'avons trouvée. Il y a d'autres camps qui continuent de nous appeler et qui disent « mais vous êtes passé chez les autres et vous n'êtes pas venu, pourquoi ?» Et même aujourd'hui, j'ai reçu encore d'autres. Maintenant, il y a des corporations, au nom des libertés d'association, il y a des corporations maintenant qui se créent. Et j'ai même déjà reçu des listes qui sont déjà en attente d'affectation. Je pense que l'adhésion, elle est totale, elle est massive. Et moi, je vais vous demander plutôt, par contre, de relayer l'information, de faire voir à nos frères qui sont au front qu'au niveau du gouvernement en général et particulièrement au niveau du ministère de la formation professionnelle, il y a une politique justement qui est prise en place, qui est mise pour tant soit peu alléger leurs charges quotidiennes et aussi booster le moral de ceux qui sont au front pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà un peu ce que je peux te dire de manière ramassée. Si tu as besoin de beaucoup de réformes, on va en parler dans les couloirs parce qu'il y en a tellement que voilà ce que je peux ramasser. De toute façon, le sujet de la formation professionnelle est un sujet pour lequel nous tous, nous devons véritablement nous approprier parce que, point n'est besoin de rappeler que des pays comme la Suisse, 70% de son personnel est issu justement des différents circuits de formation professionnelle et que, au regard, loin d'ailleurs des préjugés, lorsqu'on regarde le ministère de la formation professionnelle, c'est un des ministères le plus importants lorsque vous regardez la masse des jeunes femmes et hommes qu'il faut former en République démocratique du Congo, au regard, au bien au-delà justement de la formation classique de l'école, de l'université, la formation professionnelle s'impose en véritable réponse pour des formations qui peuvent être certifiées, qui peuvent permettre très rapidement à des compatriotes d'apporter aussi leur part de contribution. On va prendre les questions de M. Patrick Issot. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole nous accordée. C'est Patrick Issot pour le compte d'Over Pâturage Télévision. Mes questions s'adressent à Monsieur le ministre de la Formation professionnelle. Lors d'un récent conseil de ministres, Monsieur le ministre, il a été évoqué la nécessité de revoir le cadre juridique de votre ministère, qui est la formation professionnelle, dans un dossier de réforme que vous avez vous-même présenté. Est-ce qu'on peut en connaître davantage? Pouvez-vous nous dire de quoi il est véritablement question? La deuxième question, Monsieur le ministre, nous avons constaté que votre ministère collabore beaucoup plus avec les privés. Qu'en est-il des institutions de l'État aujourd'hui, quand nous parlons de la formation professionnelle? Qu'en est-il de la construction des infrastructures de l'État congolais? Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là. Je suis heureux de te revoir. Nécessité, je dis, il y a plusieurs réformes. Nous avons essayé de donner le maximum de nous-mêmes pour, tant soit peu, donner du corps, donc créer une nette scission entre le ministère de l'EPSP et le ministère de la formation professionnelle. Et je crois que je suis en mesure de le dire en toute modestie. Vous suivez l'actualité, je crois que depuis mon avènement, il n'y a plus cette guerre-là entre l'EPSP et la formation professionnelle. Je crois qu'il n'y en a plus. Parce que justement, nous voulons vraiment tracer une nette distinguo entre les deux ministères. Et ça, il s'agit vraiment parmi tant d'autres réformes que nous avons
entreprises. Le cadre juridique, c'est-à-dire le cadre organique. Je disais à l'entame que le ministère héritait d'une malformation congénitale issue de la scission de deux ministères. Les amis qui sont venus de l'autre côté voulaient reproduire. Là-bas, vous avez l'inspection générale. Ici, il faut avoir l'inspection générale. Là-bas, vous avez des provèdes. Ici, il faut avoir des provèdes. Là-bas, vous avez des IPP. Ici, il faut avoir des IPP. Alors, nous, d'abord, nous voulons créer notre identité. C'est-à-dire avoir les appellations qui sont spécifiques à la formation professionnelle. Ce matin, je faisais une blague à mes provèdes. Je disais, mais si vous êtes deux provèdes en cours de chemin, un de l'EPSP et l'autre de la formation professionnelle, un Belge va donner 100 € à un provède. Il dit, provède qui va aller. C'est comme pour dire qu'il faut créer une nette distinction entre les deux ministères. Et aussi insérer les directions qui font défaut. Aujourd'hui, à la demande du président de la République, il se tient déjà au niveau du ministère de la formation professionnelle l'épreuve nationale de fin d'études professionnelles, NFEP. Mais malheureusement, les statistiques ne sont pas là. Or, le ministère de la formation professionnelle, comme le disait Patrick, mais c'est le ministère qui doit être à la base du développement de ce pays. Dans notre pays, nous avons, par exemple, j'aime toujours le dire, nous sommes un scandale géologique. Moi, j'aime plus dire un scandale minier. Mais combien d'hommes de métiers de mine connaissez-vous, Patrick, grand journaliste que vous êtes? Il n'y en a pas. Dans notre pays, nous produisons la matière première, mais nous ne produisons pas la main-d'œuvre qui va avec. Et même quand le chef de l'État dit premier engagement, 6 millions d'emplois. Mais la base, c'est la formation professionnelle. C'est anormal dans notre pays, nous avons des emplois réservés aux Congolais, alors des petits métiers, des métiers de chaudronnerie, de maçonnerie, de carrelage, mais que lorsque les Congolais vont se présenter dans ces sociétés multinationales, on leur dit que la compétence n'est pas là. Justement, il y a ce cadre-là qu'il faut défaut. Et le cadre qu'il faut défaut, essentiellement, c'est l'unicité des programmes. Aujourd'hui, chaque centre donne les programmes selon son concepteur, il donne la formation. Nous voulons travailler à l'unicité. Et surtout les cadres. J'ai parlé de la norme. Vous entendez parler, on dit qu'il faut faire ceci selon la norme européenne, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas la norme congolaise. En République démocratique du Congo, j'aime toujours dire aux amis, aux collègues, que j'ai dit, c'est moi le patron de tout le monde, parce que là, tel que nous sommes là, il n'y a que de la formation professionnelle. Les micros, l'estrade, les caméramens, les projecteurs, c'est la formation professionnelle. Mais quelle est la norme au Congo pour que nous disions, voilà, nous pouvons vous considérer comme un caméraman professionnel si vous respectez telle norme? Il n'y en a pas. Donc chacun, voilà pourquoi nous avons pensé la plus grande réforme, ou le plus grand aspect dans la réforme de ce cadre organique, c'est vraiment d'insérer le service de certification et puis de suivre les statistiques pour le placement. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons l'ONEM. Et l'ONEM, c'est un outil par excellence qui doit travailler avec le ministère de la formation professionnelle. Mais il y a cassure totale. Cassure totale. Donc, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là pour que, donc, noter, en retenant en résumé que donc, leur cadre de certification, c'est ce qui fait défaut et nous devons le mettre en place. Et puis, vous avez pleinement raison. J'assume, je travaille avec les centres privés, les centres dits privés, parce que là, le président de la République, de la deuxième réunion du Conseil des ministres, nous a instruit avec les collègues, le secteur de l'éducation dans son ensemble, et sur l'éducation pour viabiliser les secteurs. Mais le secteur de la formation professionnelle aujourd'hui, dans le cadre public, mais elle est presque, j'allais dire même presque inexistante. Les responsables sont là. Quand je pose la question, citez-moi les centres viables. Ils disent excellence et c'est acceptable. Vous parlez français, viable et acceptable. Vous voyez la nuance, ils sont là. Et donc, voilà pourquoi nous avons dit il faut encourager le privé, le public à migrer, à suivre le modèle des privés. Parce que là, vous avez des profils des formateurs indiqués, vous avez les cadres viables et vous avez le matériel, l'équipement. Et la formation professionnelle, vous le savez, c'est plus l'équipement. Moi, je ne peux pas former un caméraman en faisant le dessin et puis ça s'arrête là. Non, il faut lui donner la caméra, et il voit tout ça. C'est ça, là. Et vous avez des centres de formation professionnelle, cette fois-là, chez Public. Auto-école, mais il n'y a pas un véhicule d'apprentissage là. Donc nous sommes en train d'entamer ces réformes-là. J'ai initié des descentes sur le terrain. On est en train d'identifier justement pour leur donner du contenu et leur donner, respecter la norme de formation, avoir les bons formateurs. Et je profite, vous avez dit le centre, justement.
Voilà pourquoi nous avons même entamé cette grande politique de construction des centres de l'État. Parce que nous avons, excusez-moi, ces fiascos de la formation dans le secteur public, justement parce que l'État, j'ai dit, le ministère scindé, il fallait commencer. Je comprends, moi je salue l'ingéniosité de ceux qui avaient pensé qu'il fallait quand même que le ministère commence. Ils ont commencé comme ils pouvaient commencer, mais maintenant là il est temps de mettre de l'ordre et de nous rattraper. Et donc nous sommes en train d'exécuter un vaste programme du gouvernement, conçu par mon ministère bien entendu, pour d'abord la construction des grands instituts de formation professionnelle. Je disais chez tous nous ici, tout le monde dit centre de formation. Et pourtant, dans la formation professionnelle, il y a toute une catégorisation, une hiérarchisation des niveaux. Vous avez les centres d'apprentissage, les centres de formation, les académies. Maintenant, avec la réforme, parce qu'avec l'intelligence numérique, la digitalisation, nous avons créé les centres professionnels et technologiques. Donc, nous devons avoir tout ce matériel-là pour suivre. Donc, il faut construire les matériels, les centres de l'État. Donc, nous devons construire les moyens aidants, 17 centres. 17, quand je dis instituts, c'est-à-dire les niveaux les plus élevés de la formation. Et nous avons sur papier à peu près déjà 39 centres de formation à construire. Et l'idée pour moi, c'est que les centres qui nous aident, tant soit peu, restent au niveau des centres d'apprentissage et les apprenants qui vont sortir de là vont monter pour parfaire leur effort. Voilà un peu ce que je peux vous dire rapidement sur ces sujets-là. Alors, on va prendre la prochaine question avec M. Marlon Kachamou et puis ce sera Patrick Lokala. Bonsoir. Mes deux petites questions sont adressées au ministre de la Communication et des Médias. C'est en rapport avec le secrétaire d'État américain, Ronnie Jackson, qui participait à une audition. Le congressman américain. Le congressman américain, Merci. le secrétaire américain. Donc, qui participait à une audition intitulée, j'ai lu l'intitulé de cette audition, « Métaux, minéraux et exploitation minière, comment les PCC alimentent les conflits et l'exploitation en Afrique ». Vous êtes ministre de la Communication et des Médias, mais également porte-parole du gouvernement. Quels commentaires pouvez-vous faire? Parce que je suis sûr et certain que vous avez suivi religieusement ce qu'il a déclaré. Quel est votre commentaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en rapport avec la tenue du concert des solidarités Congo prévu le 7 avril 2025 à Paris, qui est menacé, vous le savez, par les réseaux rwandais. Vous, M. Patrick Mouyaya, comment réagissez-vous à cette situation? Parce que les Rwandais s'organisent même en dehors de leur pays pour contrecarrer tout ce que les Congolais font pour aboutir à des objectifs bien précis. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous faites pour que nous, aussi Congolais, puissions contrecarrer cette menace des Rwandais? Merci. Alors, merci. Je veux commencer par la deuxième question. Vous avez vu, lorsqu'on a commencé cet exercice de redevabilité, on a parlé de Congolais Téléma. Et ici, moi, je voudrais plutôt saluer et féliciter nos artistes. Je ne voudrais pas considérer que c'est une réponse que nous avons lancée à la campagne Congolais Téléma, forcément, mais c'est une initiative qui montre dans le monde entier que les Congolais, comme nous aimons à les dire, peuvent s'élever et contribuer et se battre, contribuer à la fin de cette guerre avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils font. Et en l'occurrence, ici à la télévision nationale, nous avons régulièrement tous les samedis une tribune que nous organisons désormais pour les artistes qui apportent de leur voix pour que nous puissions, sur le plan culturel, utiliser la puissance de nos mots, la puissance de nos talents pour que nous puissions manifester notre soutien et notre solidarité à nos compatriotes qui sont directement affectés par les aventures rwandaises sur notre sol. Ça, c'est un premier point. Dans un deuxième point, il faut ici noter, d'après mes échanges avec, que ce soit avec Charles Dabou ou Elvis Adidiema, qui sont derrière l'organisation de ces grands événements, il y a eu des concertations. Des concertations d'abord avec les artistes qui ne sont pas spécialement des artistes congolais, parce qu'on parle de noms comme Angélique Kidjo, qui veulent s'associer à cette initiative de solidarité et qui n'est pas du tout à politiser, des artistes qui veulent se mobiliser pour venir en soutien à un peuple meurtri. Donc vous voyez déjà que l'initiative, le fondement de l'initiative est louable. Mais ce qui politise justement
cette idée qui ressort justement de l'initiative des artistes congolais, c'est l'attitude du Rwanda qui veut transformer un événement de solidarité en un événement politique. Nous, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas des négationnistes. Nous ne sommes pas des négationnistes parce que la peine qu'a connue les Rwandais à travers les génocides des Tutsis et des Hutus modérés est une peine que nous avons partagée depuis des années. Et je ne pense pas qu'il y a un seul pays au monde qui a payé le prix des conséquences de ces génocides comme la République démocratique du Congo. Parce que c'est depuis ces génocides que nous sommes rentrés dans un cycle permanent de violence qui, cette année, pourra totaliser 31 ans. Vous voyez donc que nous, on ne va pas aller dans une quelconque forme de comparaison, mais autant nous devons être solidaires au peuple rwandais qui a été à l'époque victime du génocide, qui en garde les stigmates, autant nous, Congolais, nous sommes dans l'obligation d'être solidaires. Et cette solidarité ne devrait pas être à géométrie variable pour de tels événements. Donc c'est malsain pour ceux qui, du côté du Rwanda, ont pensé qu'ils peuvent politiser un événement de cette nature. Et dans les dates, la date a été fixée, d'après ce qui m'a été dit, en fonction de la disponibilité des artistes. C'était la première date après la célébration du Ramadan, parce que certaines de nos stars sont musulmans, donc il faut respecter cette période. Et donc, vous voyez d'abord que tout ça doit être dit, et tout ça on doit un peu sortir le côté politicien à tout prix dans une initiative qui est citoyenne. Sur l'autre volet de votre question, le concert, il doit se tenir. C'est un concert de solidarité, et je ne pense pas que les autorités françaises peuvent s'opposer à la tenue d'un concert de ce genre. Et donc, je sais qu'il y a, au moment où nous parlons, des discussions à la fois avec les organisateurs, notre ambassadeur et les autorités françaises, parce que justement, il y a une très mauvaise intention qui vient de l'autre côté, à l'idée de saboter ou de penser que son concert peut poser un problème de sécurité, parce que la sécurité doit être assurée par la République française. Ici, il faut considérer que le communiqué que nous avons vu de la mairie n'engage pas la France. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la préfecture, parce que la mairie s'adressait à la préfecture. Je ne connais pas très bien exactement comment fonctionne l'administration de ce côté-là, mais il est évident qu'ici, c'est la préfecture, en fonction des éléments de sécurité, qui va apprécier et donner une décision. Mais pour nous, nous considérons que, d'abord, ce n'est pas forcément une question de date, parce que la date, pour en tout cas les organisateurs, n'était qu'une coïncidence que les autres ont voulu politiser. Mais ici, la chose la plus importante, c'est les messages qui doivent être passés. C'est ces messages de mobilisation, d'unité, de voir nos stars rassemblés pour une cause qui nous réunit tous. J'ai lisé encore hier le communiqué du FONAREF qui appuie le projet. C'était un super moment parce que nous pensons que les leviers culturels est un levier important. Ce sera un super moment pour le Congolais de pouvoir se retrouver. Alors, pour ce qui concerne les détails sur la date du 7 et tous les autres, je crois que nous serons très rapidement fixés par les organisateurs et nous pensons que, quoi qu'il en soit, ces concerts doivent se tenir parce qu'on ne peut pas empêcher aux Congolais qui sont partout mobilisés à travers le monde de s'exprimer en soutien aux Congolais qui sont touchés. Et il n'y a aucun État qui ne peut s'opposer à la tenue d'une activité comme celle-là. Mais s'il y a des impératifs sécuritaires, évidemment, il est du devoir de l'État d'apprécier, de regarder. Et pour ça, comptez sur nous. Même si nous n'avons pas voulu politiser cette initiative, parce qu'on n'en a jamais parlé jusqu'à ce que vous nous posiez la question, mais c'est une initiative parmi les initiatives citoyennes que nous voyons, que nous soutenons, de loin, parce que c'est de cette manière que nous répondons aussi à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République. Alors, sur votre première question, écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit
n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et les présidents Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain, avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance, parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, mais aujourd'hui, dans la même audition, il y avait M. Sacha Lesnev qui travaille pour Sentry, une organisation qui est spécialisée justement dans l'observation de toutes ces questions minières. Lui, il a reconnu les efforts qui sont faits, notamment en matière des luttes contre la corruption. Et donc, je crois que de ces points de vue, il ne faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf. C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation, qui montre que le conflit en République démocratique du Congo, ce n'est pas en 24 heures ou en 72 heures que vous faites le tour dans la région, que vous en maîtrisez tous les méandres. Et pour ce qui nous concerne, soyez sûrs qu'en termes de réponse, bien au-delà de la réponse américaine qui a été donnée aujourd'hui au niveau de l'ambassade, donc ces propos n'engagent pas le gouvernement américain, mais il y a, au-delà de ce que nous disons ce soir, des initiatives qui seront prises dans les sens du congressman ou du parlementaire américain pour lui apporter davantage des informations, pour l'édifier sur la véritable situation dans la République démocratique du Congo, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une agression qu'il faut condamner. Ce que nous vivons actuellement, c'est une catastrophe humanitaire pour laquelle le monde doit donner des réponses. J'aurais bien voulu qu'il y ait des mots qui soient dits aussi pour ces aspects, bien au-delà du constat qu'il a fait et de l'histoire qu'il a malheureusement mal racontée, parce qu'il s'est fait malheureusement les relais de ceux qui lisent mal l'histoire et de ceux qui pensent qu'ils peuvent travestir l'histoire pour satisfaire leurs intérêts politiciens. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver, parce que nous, derrière le président de la République, nous sommes mobilisés pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Merci. On va prendre les questions de M. Patrick Lokala. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Je m'adresse au ministre de la Formation professionnelle. Monsieur le ministre, j'ai suivi beaucoup de débats, notamment au niveau de l'Assemblée nationale sur votre ministère. Beaucoup de gens pensent que votre ministère devrait être fusionné au ministère de l'Enseignement. Je voudrais savoir quels sont aujourd'hui les éléments à votre possession qui peuvent éclairer les Congolais qui pensent que ce ministère doit être fusionné à celui de l'enseignement primaire et secondaire. Deuxième question, je vous ai suivi tout à l'heure, malgré la volonté que vous avez de rendre dynamique le ministère à travers le pays, mais j'ai constaté que vous n'avez pas de moyens de votre politique. Monsieur le ministre, concrètement parlant, s'il faut que vous puissiez vous adresser à l'autorité budgétaire, il faut exactement ou concrètement combien de moyens pour que votre ministère soit dynamique et effectif à travers tout le pays. Et enfin, vous parlez du programme de certification qui, certainement, pourrait vous permettre de générer des recettes qui feront fonctionner le ministère.
est-ce que ce programme de certification que vous voulez mettre en place ne vous mettrait pas en difficulté avec certains promoteurs? Alors, j'aurais voulu que vos questions trouvent, justement, peut-être que le ministre, dans ses réponses, trouvera une corrélation, parce que ce soir, nous avons voulu faire un focus, non pas forcément sur le ministère de la formation professionnelle spécialement, mais sur la spécificité de ce qui est fait par rapport aux dépendants de militaires. Monsieur le ministre, donc, je compte sur vous dans la réponse pour mettre cela en corrélation, pour que cela soit bien compris. Merci. Je note qu'il n'y a que des Patrick qui interviennent. Hein. C'est le troisième Patrick qui tant mieux pour nous. C'est la journée des Patrick. Débat, mais vous allez dans le sens contraire de ce que moi je veux. À moi que j'ai mal compris. Moi j'ai dit, depuis mon accession au ministère, je suis en train de me vertuer pour démonter la nette distinction entre le ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, aujourd'hui, l'éducation nationale. Si j'ai bien compris, vous me dites, mais quels sont les arguments qui sont à ma faveur pour la fusion? Mais moi, je ne suis pas pour la fusion. Moi, je suis justement pour la séparation nette. Je vais prendre quelques secondes pour vous démontrer que ce sont deux ministères différents. Prenons dans le secteur aéronautique. Tout ce qu'il y a comme métier aéronautique. Vous ne trouvez pas ça, l'enseignement classique, n'est-ce pas? Le métier aéronautique, c'est-à-dire le pilote, les stewards, les hôtesses, les chefs d'escale, les techniciens d'escale, vous ne trouvez pas ça là-bas. Quand je prends dans le secteur foncier, je prends les arpenteurs, les agronomes, les géomètres. Vous trouvez ça où? Restons dans cette salle, les caméramens, les régisseurs d'antenne, comment on appelle ça, les éclairagistes, excusez-moi si j'ai... Voilà. Ouais, éclairagiste. Voilà, vous ne trouvez pas ça là-bas. Je vais dans le métier, dans un secteur que je connais assez bien, le métier aéroportuaire, les grutiers, les gens qui doivent transporter le matériel du bateau vers les entrepôts, vous les trouvez où? Vous les trouvez où? Je ne vais pas être prolixe dans le métier. J'ai parlé tout à l'heure de métier de mine. Les ajusteurs, les soudeurs, les chaudronniers. Vous les trouvez où? Vous les trouvez où? Vous ne restez que là. Sinon, je peux en faire toute une litanie. Si vous allez, par exemple, dans le secteur du tourisme, les guides touristiques, vous les trouvez où? Je vais aller même dans le secteur de la santé. Vous avez des techniciens de santé, des techniciens de laboratoire. Les gens qui doivent nous réparer, comment on appelle ça, les microscopes, les IRM, les radios. Vous les trouvez où? Je comprends que, excusez-moi Patrick, vous représentez ceux qui pensent que la formation professionnelle, c'est maçon, carreleur, peintre, ça s'arrête là. Je constate que vous êtes encore dans ces... Je vous prie de vous repentir. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça, excusez-moi mon ami. Donc la formation, c'est dans tous les secteurs. Si vous voulez comprendre la formation professionnelle, notez que dans chaque activité de la vie, chaque domaine de la vie, tous les métiers qui vont avec, c'est ça de la formation professionnelle. Je vais dans le secteur de la justice, cher au ministre d'État Moutamba. Mais les huissiers, les greffiers, vous les formez où? Vous les formez dans l'enseignement classique? La réponse est le non. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis là, je veux mettre une nette distinction. Même l'armée, vous savez qu'on appelle ça le métier des arts. L'armée pour les qui nous réunit aujourd'hui, Congolais, Téléma. L'armée, on appelle ça métier des arts. Et donc, ce sont deux ministères. Et dans le cadre des réformes, d'ailleurs, je vous annonce que nous avons entrepris des démarches. Nous avons pu obtenir que dans ce pays, désormais, que nous puissions avoir ce qu'on appelle groupe thématique formation professionnelle à part, à côté de l'éducation. Nous avons pu aujourd'hui mettre en place un groupe interbailleur au niveau international, rien qu'à la formation professionnelle, rien à voir avec l'enseignement. Donc nous sommes aux antipodes. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut fusionner. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas la même chose. Et avec le petit exemple ici, je viens de vous démontrer que ce n'est pas la même chose. Si je vais former un grutier, les gens qui sont au port, ils prennent le grue là pour descendre. Ce n'est pas l'enseignement. Ni à l'ISTA, ni à l'IBTP, vous trouvez ça. Ce n'est pas là-bas. Donc il y a des enseignements spécifiques. Et la différence encore, les enseignements, je ne voudrais pas aller au niveau le plus élevé là, même s'il faut aller au niveau le plus élevé.
Mais les niveaux les plus élevés de la formation professionnelle, c'est Bac plus 2. Ça n'a rien à voir avec les 7 ans de la médecine ou les 10 ans de la polytechnique. Donc ce sont des choses contrairement différentes. Vous avez parlé des moyens, cher Patrick. Cher Patrick, vous avez parlé des moyens. Quelle est la dynamique, tout ça. Mais oui, mais c'est pourquoi nous parlons de réformes. C'est comme ça qu'il faut saluer aujourd'hui le gouvernement qui se met en place. Et comme l'a dit le ministre de la Communication, le ministre Patrick, ces moyens-là, moi je n'ai pas dit que, j'ai dit que les moyens alloués par l'État, il y a le budget de l'État qui donne des moyens. Mais au regard de l'ampleur de la tâche, rien que l'équipement, mais la formation professionnelle coûte plus cher que l'éducation classique. J'ai visité un centre ici au niveau de Willery. Ils forment les gens. Mais pourquoi on a du mal à vous croire? Non, parce qu'ils doivent se repentir. Et donc, la formation professionnelle déjà coûte plus cher. J'ai un centre, je suis en train de me vertuer pour que son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'inaugure au plus tard au 30 juin. Ce sont mes prières. C'est à Kolwezi, dans la commune de Dilala. Et là, nous voulons mettre essentiellement des métiers liés aux mines dans notre pays. Tu ne trouves pas ça dans l'enseignement classique, les mines. Tu vas trouver en géographie, la République démocratique du Congo, les mines, on te donne les points, on te dessine. Mais on ne te dit pas qui doit extraire. Tu les trouves où là? Et le métier là, nous ne l'avons pas chez nous. Et pour avoir un centre qui a les équipements qui doivent être... Vous voyez les gros camions là qui travaillent dans les mines. Rien que ces camions, un seul camion là, poser les prix. Et nous devons avoir ces camions là dans les centres. À la limite, l'air simulateur. Et donc, même l'enseignement professionnel coûte plus cher que l'enseignement technique. Plus cher. Rien qu'au niveau de l'équipement. Rien qu'au niveau de l'équipement. Parce qu'il faut des équipements appropriés. Voilà pourquoi j'ai dit, les budgets que l'État alloue, des lois inférieures par rapport à nos besoins. Et je disais tout à l'heure, nous avons mis en place des mécanismes et cela va aboutir justement pour que ces secteurs puissent bénéficier de plus de moyens. Et je disais ici en rapport avec la formation des dépendants des militaires, non seulement qu'ils vont suivre la formation, mais ils doivent passer les épreuves qui sont encore organisées pour valoriser le métier qu'ils font. Ils doivent suivre le métier. Il ne suffit pas qu'ils fassent... moi, je n'aime plus parler de maçonnerie, tout ça. J'ai pris... attendez, je regarde Centre Nguia. Excusez-moi, Centre Nguia. J'ai mis combien d'enfants de militaires là-bas? Centre Nguia... voilà. J'ai mis 15 enfants de militaires là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font l'installation web. Ils font les réseaux... ils font l'installation web. Ils font la vidéosurveillance et contrôle d'accès. Ça, c'est de la formation professionnelle. Tu ne trouves pas ça dans l'enseignement classique. Et ces enfants-là, il ne faudrait pas qu'ils sortent comme ça. Nous leur décernons des titres. Et pour réaliser tout cela, il faut 2 moyens. Donc nous voulons valoriser une couche sociale, non seulement parce que c'est en temps de guerre, c'est vrai la guerre, mais c'est le devoir de l'État, l'obligation constitutionnelle de l'État d'apporter l'éducation et la formation dans son ensemble. Vous avez également parlé de certification. Non, je ne vais pas avoir de problème. Au contraire, je vais apporter des réponses. Je l'ai dit tout à l'heure ici. C'est un exemple que je donne toujours. J'en discute souvent avec la ministre Irène Sambo, si elle me suit, les personnes vivant avec handicap. J'ai rencontré 2 apprenants issus des centres où on apprend le langage de signes. Des signes. Mais 2 qui ont fini le même niveau, ils se parlent mais ils ne se comprennent pas. Authentique. Mais justement parce qu'il n'y a pas ces cadres-là. Donc chacun fait ce qu'il veut, Et moi, je ne veux plus que nous puissions avoir cela. Voilà pourquoi au début, je crois que c'était la première question, j'ai parlé, désormais, nous devons avoir la norme. C'est-à-dire qu'un enfant de militaire qui fait, par exemple, la vidéosurveillance, ici à Kinshasa, mais quand il quitte, quand il sort de ces centres-là, j'ai cité le centre Nguia, qui est effectivement un centre privé, mais il doit avoir la même norme dans son domaine avec l'enfant qui a fini en Afrique du Sud. Aujourd'hui, notre pays est adhéré à la norme africaine, mais nous-mêmes, nous n'avons pas notre norme. Voilà pourquoi nous mettons ces référentiels-là. Et donc, l'idée ici, c'est de démontrer socialement les réponses qu'il a. Je disais tout à l'heure, la formation professionnelle, c'est le ministère qui a les réponses à toutes les problématiques nationales de notre pays. Nous déplorons les embouteillages, n'est-ce pas?
quelle est la qualité des chauffeurs que nous avons mis au volant? N'est-ce pas? Formation professionnelle. Quelle est la qualité du chauffeur? Nous tous ici, nous disons, voilà, à Kinshasa, les routes, 2 mois après, Madofolo, c'est ça, non? Et tout le monde, la réflexion, surtout nous qui parlons français, c'est de dire, non, voilà, l'entreprise a détourné, le ministre a demandé la rétrocession. Mais moi, je pose toujours la question, quelle est la qualité de maçon que nous avons mis là-bas? Quelle est la qualité de ferrailleur que nous avons mis là-bas? Nous sommes tous les premiers à dire, ville de Kinshasa, vraiment, sanitaire, nous le disons nous tous. Quelle est la qualité des éboueurs que nous avons produits dans cette ville? Monsieur le ministre, serez-vous en mesure de nous faire la liste de tous les métiers concernés par la formation professionnelle? J'ai jusque-là 229 filières. Je ne dis pas métier, j'ai dit filières. Et le travail continue. Et dans la ville de Kinshasa, nous venons d'assister récemment aux incendies à gauche. Combien de sapeurs-pompiers avons-nous formés? Formation professionnelle. Mais nous sommes l'une des rares villes dans le monde, je l'ai dit, et vous le savez. Tu peux quitter au revoir Kinshasa, tu passes par Delvaux, tu prends le boulevard du 30 juin, tu arrives gare centrale, tu remontes, tu n'as pas de fleurs sur le boulevard. Combien de paysagistes avons-nous formés? Mais continuez l'exercice vous-même. Monsieur le ministre, on doit progresser. Mais avec, voilà, donc j'ai compris que... donc toutes les réponses filières au développement de notre pays ici, ça passe, donc c'est l'un des grands ministères que notre pays a aujourd'hui. Et nous remercions le chef de l'État de nous avoir donné cette place-là pour avoir l'énergie, n'est-ce pas, d'apporter les réponses. Mais comme l'a dit Patrick, le ministre de la Communication, si on peut se recentrer aussi sur des questions des enfants de militaires, parce qu'on est là dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, et nous, dans notre ministère, nous avons décidé des télémas pour les enfants des militaires, pour leur donner de l'espoir, pour remonter le moral de nos troupes qui sont en proie aux velléités d'agression, sinon l'agression proprement dite de notre pays. Voilà un peu. Alors, nous allons prendre les dernières questions en série. Il y aura 3 en français et 1 en lingala, avec M. Jacques Moulouba, Madame Micha, et on terminera avec M. Pascal Moulegua pour la série de questions en français, et Jimmy Mukendi clôturera en lingala. Merci, Monsieur le ministre de la formation professionnelle. Le ministre de la Communication m'a aidé à vous poser la question sur les différentes filières. En tout cas, c'était la question principale. Les filières dans lesquelles vous avez logé les dépendants des policiers et des militaires, sur les 1500 qui sont en formation depuis le mois de février. Mais au-delà de ça, vous avez trouvé un ministère avec une malformation congénitale. Le mot vient de vous, Monsieur le ministre. Alors, pour réussir votre mission, vous avez besoin d'un personnel qualifié ou d'un ministère qui vit en paix. Or, aujourd'hui, Monsieur le ministre, ce n'est pas le cas. Il y a des agents qui ont été recrutés par certains cadres et qui réclament aujourd'hui être payés. Ça crée de la zizanie, peut-être au point d'entamer cette formation en rapport avec Congolais Téléma. Vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une solution? Et au-delà de cela, au-delà de ça, plutôt, il y a des agents qui doivent faire le travail. Ils sont à combien dans votre ministère? Puis ça fait débat. Il y en a qui sont venus de l'ancien ministère quand c'était fusionné ou quand c'était un qui vous suivent. Il y a combien d'agents et combien sont payés? Alors, une question d'actualité avec le ministre de la Communication et des Médias. Nous avons appris aujourd'hui, le chef de l'État était à Luanda pour rencontrer son homologue. Je ne sais pas s'il est déjà rentré. Et c'est une rencontre qui va se tenir après la rencontre de Doha, qualifiée d'aucuns comme une séance qui a mis dans le placard ou au cimetière les processus de Luanda et de Nairobi. Ça ne vient pas de moi, c'est l'opinion qui pense ainsi, une certaine opinion qui pense ainsi. Merci. Je suis précis en tant que journaliste. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État est allé apporter comme message quand on sait que le 15 décembre 2024, le président Kagame ne s'était pas présenté à Luanda. Dernièrement, le M23 qui était attendu à Luanda ne s'est pas présenté. Et subitement, Doha a réussi à faire l'affaire. Et aujourd'hui, le chef se rend en Angola. Avec quel discours? Merci. Bon, écoutez, c'est une question d'actualité. Monsieur le ministre, permettez cette petite entorse. Bon,
je pense que le ministre des Affaires étrangères angolais a fait une communication au terme de la réunion qu'il y a eu entre le président de la République et le président angolais, son homologue João Lorenzo. Je crois que le président est déjà rentré à Kinshasa. Le président Lorenzo, c'est le président de l'Union africaine. Le président Lorenzo, c'est le président de l'Angola, qui est un de nos principaux alliés, pays voisins, avec lesquels nous avons des rapports qui sont historiques. Ce n'est peut-être pas le cadre de tout rappeler ici. Et donc, le président de la République, avant-hier, au cours de la réunion de l'EAC SADC, il a eu l'occasion de rendre hommage à l'immense travail qui a été fait par le président angolais dans les cadres du processus de médiation qu'il a conduit, processus de Nairobi et Luanda, qui aujourd'hui sert de boussole. Il n'y a aucune institution internationale, aucune communication officielle qui ne s'est fait dans le cadre de ce qui s'est fait aujourd'hui pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, sans que l'on ne puisse faire mention à ce qui s'est passé à Luanda. Parce que Luanda reste le cadre de référence. Et donc, il y avait évidemment la nécessité pour les deux hommes d'échanger. Je ne saurais pas vous donner plus de détails sur leur rencontre par rapport à ce qui a été dit justement par les ministres des Affaires étrangères angolais. Doha, Luanda, il y a un trait d'union à tout ça. Les traits d'union, c'est qu'il faut qu'on arrive à la paix. Et je pense que nous aurons l'occasion de faire une séance où nous reviendrons beaucoup. C'est peut-être pas le briefing approprié sur la résolution 2773, mais aussi toutes les dernières décisions qui sont ressorties de tous les processus ou de tous les débats qu'il y a eu autour du retour de la paix en République démocratique du Congo. Et il y a une constante, parce que nous n'avons pas que de droit dans le cadre de ce qui se passe chez nous avec cette guerre, nous avons aussi des devoirs. Et la résolution 2773, qui supplante plus ou moins toutes les décisions qui ont été prises dans ces cadres-là, nous recommande le dialogue. Et toutes les autres institutions nous les recommandent aussi. Et vous avez vu que même nos partenaires qui prennent des sanctions contre le Rwanda sont aussi dans cette optique parce que finalement, il n'y a aucune guerre qui ne peut se terminer sans qu'on passe par la case du dialogue qui aboutit à la paix. Et donc, il faut considérer que toutes ces initiatives se font dans ce cadre-là. Le président de la République, fidèle à son engagement pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, a voulu, à travers toutes ces initiatives, donner la réponse congolaise à cette forme de devoir qui était le nôtre, en disant que nous connaissons, on ne va peut-être pas revenir sur les détails de toutes les composantes avec lesquelles ces discussions se font, mais c'est parce qu'il y a un objectif que nous devons atteindre. Et nous sommes dans un processus qui est justement très délicat. Le ministre tout à l'heure parlait des avions. Il y a une phase d'atterrissage, une phase de croisière et une amorce d'atterrissage. Peut-être que toutes ces initiatives nous plantent dans les décors d'une forme d'atterrissage. C'est une phase qui est délicate et dans cette délicatesse-là, il y a donc justement des choses qui doivent être faites pour faciliter les discussions qui doivent nous permettre d'aboutir. Il y a eu 5 comédiateurs qui ont été désignés. Il y aura un président qui sera désigné dans les jours qui viennent. Attendons de voir et nous aurons l'occasion sûrement avec la Mineta de revenir avec des éléments précis et détaillés. Mais ici, ce que vous devez retenir, c'est l'ouverture du président de la République et que toutes ces actions, tous ces voyages, toutes ces initiatives qui ont été prises par le président de la République l'ont été en droite recommandation de la résolution 2773 qui nous impose à nous aussi l'obligation d'avoir un dialogue qui nous permette d'atterrir. Et donc, il faut considérer que c'est dans cet ordre-là que les choses ont été faites. Je pense que j'ai répondu à cette question d'actualité. On va prendre la question de Mme Micha et puis celle de Pascal Molégon. Ah, vous voulez réagir directement ou vous voulez réagir pour finir? Parce qu'on prend la série et vous terminez une fois pour toutes. Ah, ok, ça va. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez noter pour qu'on fasse un peu d'économie de temps. Madame, allez-y, s'il vous plaît. J'espère que vous n'aurez pas une question d'actualité. Non, excellent. Merci, Excellence.
3 petites questions. Je m'adresse au ministre de la formation professionnelle. La première, quelles sont les conditions fondamentales Quelles sont les conditions fondamentales pour qu'un Congolais ou un étranger résidant ici au pays crée un centre de formation professionnelle? C'est la première. Après la formation, que deviendra le dépendant de militaire? Ça va? Et la dernière, est-ce que les dépendants de militaires qui ne vivent pas dans les camps, ainsi que les orphelins, ne sont-ils pas concernés? Merci. Voilà, merci. Monsieur Pascal Mulegua, s'il vous plaît. Merci, je vais rester dans le thème du jour. Monsieur le ministre Ekila, vous affirmez ici travailler avec des privés, mais il se pose un problème des agréments. Qu'en est-il à ce jour? Parce qu'on vous accuse d'avoir fait exprès de dire sur les conditions. Aujourd'hui, peut-on attendre de votre propre bouche ce qu'il en est exactement? Et puis, la seconde question, c'est toujours à ce sujet. Il y a beaucoup qui estiment que la commission mise en place au sein de votre ministère pour travailler sur les dossiers des promoteurs souscripteurs traîne. À quand finalement l'octroi des agréments? Car c'est une question assez préoccupante tout de même. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous pouvez y aller avec vos réponses. Merci beaucoup. Je suis l'ordre. Jacques, je te salue, ça fait longtemps que je ne te vois plus. Heureux de te revoir. Vous grignotez le temps, monsieur le ministre. Les filières, je vais vous donner un titre indicatif pour le centre parce que je disais, dans la première phase, il est question de déployer 1200. Et jusqu'aujourd'hui, on en a déjà déployé, excusez-moi, je vais être précis, on en a déjà déployé, jusqu'au moment où nous parlons, on en a déjà déployé 300, pardon. Donc je vais vous donner un titre indicatif parce que c'est à la fin qu'on pourra tout, parce que chacun est libre de choisir la filière, donc il est libre. Des fois, on peut proposer, mais la personne vous dit non, je voudrais ça. Il y a tout cet équilibrage-là qui est en train d'être assuré. Mais d'emblée, je vais vous citer la menuiserie. J'ai parlé de paysagistes ici, il y en a, agroalimentaire, transformation de déchets en dalette, il y a l'informatique, il y a l'électricité, l'hôtellerie, mécanique, construction, plomberie, numérique, restauration. Je vois la secrétariat de direction. J'ai parlé tout à l'heure là du développement web, secrétariat, installation. C'est juste à titre indicatif. Merci d'avoir posé la question sur la problématique du personnel. Je pense que c'est dû vraiment alors à une désorganisation qui a trouvé son siège au ministère de la formation professionnelle. Comment les gens ont-ils été recrutés? Mais les recrutements s'est fait, je ne sais pas, à la sauvette, à la barbare, je ne sais pas. Moi, sans fustiger qui que ce soit, vous êtes des intellectuels. Moi, au ministère de la formation professionnelle, j'ai des directeurs qui sont NU. Directeur NU. Ça veut dire un directeur qui n'a pas de numéro matricule. Je ne sais pas si c'est concevable. Je répète, au niveau du ministère de la formation professionnelle, je vois les représentants de l'administration sont là. J'ai des directeurs qui sont des NU. Directeurs. Quelqu'un qui est supposé avoir franchi toutes les étapes pour gravir là. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont été recrutés au grade de directeur. Directeur n'est pas un grade de recrutement. Le recrutement s'est fait en un mot pour gagner le temps, sans normes. Sans normes. Aujourd'hui, dans le domaine de la formation professionnelle, lorsqu'on parle de formateurs, les formateurs ne doivent pas être le grade. Ça doit être les contenus. Ça doit être la spécialité, pour ne pas dire la spécialisation. Moi, j'ai la plupart des formateurs que vous avez qualifiés de secteurs, pas tous, hein, je dirais la plupart, un grand nombre, pas tous, parce que j'en ai rencontré des bons. Mais c'est des titres. C'est des titres, pas des contenus. Et donc, si aujourd'hui, moi je suis en train de travailler pour que le ministère soit en paix, la délégation syndicale est là, je suis en train de tout mettre en œuvre. Au moment où je parle, j'ai approché le VPM fonction publique, direction pays, budget. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de normaliser les numéros, qu'on appelle ici, les NU, mais déjà payés. On est en train de régler les problématiques. Et c'est le ministère de la fonction publique qui gère le personnel de l'État. Ce n'est pas le ministre sectoriel.
Et vous voyez le grand effort, le grand travail qui est fait par le VPM Liao pour produire la cartographie, numériser tout ça. Et les gens qui sont là, ce sont ceux qui sont en ordre ne s'agitent pas. Ceux qui sont en ordre ne s'agitent pas. Pourquoi les autres s'agitent? Moi, le secrétaire général m'a présenté une liste et on vient de transmettre à la fonction publique pour la régularisation de ceux qui sont réguliers. La régularisation de ceux qui méritent d'être agents. Pourquoi? J'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Trouvez-vous normal d'avoir un directeur de la fonction publique NU? Je n'ai pas eu de réponse. Et donc, ces questions-là, moi, je pense que nous sommes en train de mettre la paix au sein de notre ministère. Ce sont des agitations. Et le travail des réformes de l'administration, c'est un pilier du gouvernement et cela est en train d'être exécuté. Donc, je pense qu'il faut redévelopper. Voilà pourquoi nous avons pensé révisiter les cadres organiques pour que le recrutement se passe selon les normes. Et donc, sous ça, je pense que, merci d'avoir posé cette question-là. Le ministère de la formation professionnelle aujourd'hui, c'est un ministère qui est en paix. Les NU sont en train d'être régularisés. J'ai même été avec la secrétaire générale aujourd'hui qui m'a laissé entendre qu'il y a encore les NU qui ne sont pas encore pris en ordre, en compte, ils seront pris. Mais comment sont-ils déclarés? La République ou le gouvernement subit les agents qui ne recrutent pas, vous devez le savoir. C'est-à-dire qu'un coordonnateur, un promoteur d'école, c'est lui qui posait la question si je serais en déphasage avec les promoteurs. Eh bien, je suis prêt d'être en déphasage. Ce n'est pas je, c'est le gouvernement. Oui, mais pourquoi? Parce que l'État promulgue son budget annuel. On connaît le principe d'annualité du budget. Pendant ce temps-là, mon collègue, mon ami qui a posé la question d'agrément ici, quand vous donnez les agréments, ça suppose que vous permettez aux personnes extérieures au ministère et à la fonction publique de recruter les agents pour le compte de l'État. Ils seront payés comment? C'est ça le vrai problème. Ils seront payés comment? Le budget dit, pour une année, tu as 200 000 francs congolais. Et vous m'amenez les personnels qui est recruté encore, qui ne sont pas pris en compte. Et ça se répète comme ça. Chaque fois que vous signez un arrêté d'agrément, vous créez des charges qui ne sont pas prises en compte. Vous payez ces gens-là comment? Et, excusez-moi, je vais parler comme un bon Quinois, Eza Soukanakob, cette affaire-là. Et j'ai dit avec moi au ministère, faites-moi un gros plan, Kopoana et Sili. On y met fin. Fin alors, fin. Parce qu'il y a des arrêtés, le ministre signe des arrêtés gratuitement, mener des investigations. Mais au niveau de l'administration, là, les arrêtés sont commercés. $1000, 1200. Toutes ces agitations-là, c'est parce que ma poche est comme vide. Ce sont des vérités aussi, nous devons nous les dire. Et donc, c'était la première question. Conditions, oui, j'ai renforcé les conditions, ma soeur. J'ai renforcé les conditions justement parce que nous devons viabiliser la formation professionnelle. Et cause de la sous-copité. J'ai rencontré un prophète qui m'a dit zone éducationnelle, Kinsante. Je lui ai posé la question, tu as combien d'écoles sous ta juridiction? Il me dit 1200. 1200. Je lui pose la question, mais dans l'enseignement formel, c'est-à-dire EPSP ou Éducation nationale, les écoles les plus en vue dans la ville de Kinshasa, vous pouvez les citer, non? Au bout des doigts, n'est-ce pas? Boboto, Eli, n'est-ce pas? Au bout des doigts. Mais dans un secteur, là, nous en avons 1200. Et mais quand vous posez les questions, ce sont des écoles sur papier. Dans l'arrêté, tout simplement parce qu'au ministère, comme on a dupliqué le PSP, on a créé l'équivalent de Dinakopé ou de... C'est ça? Dinakopé, qui est Sénacpef, où on doit aller recruter les gens pour le payer. C'est-à-dire chacun doit déclarer un grand nombre de personnels. D'ailleurs, la plupart sont des fictifs parce qu'ils s'attendent que l'État gère le pays. Monsieur le ministre, on va conclure. Il y a un problème dans ça. C'est une question vraiment importante. Vous avez bien fait de la... Donc, j'ai renforcé les conditions. Il faut avoir aujourd'hui une personnalité juridique du ministère de la Justice. Il faut avoir les établissements viables, je dis bien viables, pas acceptables, et il faut avoir l'équipement, il faut remplir les normes pour les conditions. Vous avez dit pour les apprenants, qu'est-ce qu'ils deviendront après? Je l'ai dit, d'abord la première chose que nous sommes en train de faire, c'est de leur permettre de passer le concours qui est organisé par le ministère. Et je suis en relation avec certains établissements qui nous ont promis d'accorder le stage professionnel. Pour certaines filières, ils vont faire les stages professionnels et pour d'autres, directement, ils seront dans l'auto-emploi. Donc, ils vont se prendre en charge.
il en est de même pour ceux qui sont en dehors des camps, parce qu'ils sont organisés, je l'ai dit ici, les enfants des policiers, ils ont leur président. Ils ont leur président. Et les enfants des militaires, ils ont leur présidente. Et les mamans aussi, elles sont réparties dans 2 ou 3, 4 associations. Mais il y a une harmonisation, notre synchronisation qu'on va faire. Donc il y a cette logique-là. Et puis les agréments, je crois avoir répondu. Donc j'ai renforcé les conditions. La commission vaut son pesant d'or. Parce qu'il faut mettre de l'ordre. COP, Ligablo, terminé. Merci. Ndeko Ekila aussi ici. Merci. Je remercie tous les frères et puis des commentaires. Tout a été dit. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous prenons rendez-vous pour un prochain exercice de redevabilité. Restez mobilisés parce que nous devons continuer à être debout, y compris pour combattre tout ce qui circule en termes de manipulation, en termes de poison rwandais. Debout parce que nous devons rester debout jusqu'à ce que les derniers soldats rwandais sortira de notre territoire. Il ne faut pas oublier que c'est l'engagement du président de la République, c'est l'essence de l'engagement de nos forces armées. Nous tous, les Congolais, nous sommes tenus à contribuer à ces efforts pour le retour de la paix. Merci et bonne soirée chez vous. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.